Hello, alors dans cette vidéo, je me suis dit que je ferais le wrap-up du mois d'avril, le bilan de toutes mes lectures du mois d'avril. Histoire d'être dans la continuité de ce que j'ai commencé à faire quand même, j'essaie d'instaurer, vous savez, une certaine régularité dans les bilans de lecture, histoire d'alimenter le blog, le compte Instagram et puis la chaîne YouTube aussi. Donc voilà, on va essayer de créer des thèmes réguliers, c'est histoire de respecter en fait la régularité parce que c'est hyper important sur tous les réseaux sociaux. Anyway, du coup, dans ce wrap-up du mois d'avril, je crois que en fait j'ai lu quasiment que de très bons bouquins, je crois en fait, de mémoire, parce que là on est mi-mai et je pense que j'ai déjà un peu oublié. Non, mais j'ai pas tout oublié, hein, rassurez-vous. Mais quand même, j'ai eu de très bonnes lectures au mois d'avril. Mars a été un très bon mois et avril a été un mois qui était pas mal aussi en termes de lecture pour moi. Du coup, le premier bouquin que j'ai lu, je crois, c'était Celle qui reste de Samuel Barbier. Je ne l'ai pas avec moi actuellement, je l'ai prêté à quelqu'un ou je l'ai déjà revendu sur Vinted, je sais plus. Je sais plus, c'est l'un des deux. Je vais vérifier après. Mais du coup, en fait, dans Celle qui reste de Samuel Barbier, en fait, on va suivre l'histoire de trois sœurs qui sont très fusionnelles, qui sont très complices entre elles, qui s'adorent. On a l'aînée, la cadette et la Benjamine, et un jour, en fait, la cadette va se jeter du haut d'un pont et va décéder par des suites de sa tentative de suicide. Et ce qu'on va nous montrer après dans le bouquin, en fait, ce sera les sœurs qui vont essayer de faire face, qui vont essayer de comprendre la mort de leur sœur, qui vont essayer de faire leur deuil selon les 7 étapes du deuil. Et honnêtement, c'est un livre qui est très émouvant parce que on aura plusieurs points de vue. On aura en fait chacune des sœurs qui sera dans un état de son deuil très différent et qui aura au vu de son caractère en fait des réactions qui sont voilà, qui ne seront pas pareilles. Du coup, on va suivre chacune des deux sœurs dans son deuil. On va les suivre dans leur manière d'essayer de faire avec, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de comprendre le geste de leur sœur. Elles ne vont pas forcément y arriver et honnêtement c'est hyper poignant, c'est émouvant et puis la plume de l'autrice est juste simple et belle et elle sublime en fait les émotions de chacun des personnages dans ce bouquin. Honnêtement, c'est un bouquin que j'ai trouvé très émouvant, très poignant, très triste en fait dans les thématiques qu'il aborde. On parle de suicide assisté, de deuil, de remise en question parce que du coup la cadette était elle celle qui faisait en fait le tampon entre l'aînée très sage et la Benjamin qui était vraiment très comment dire, agitée. Et honnêtement tout cela est remis en question et une redéfinition en fait des relations entre les deux sœurs qui sont à l'extrême va être faite au cours au cours des pages en fait. Et honnêtement, waouh, moi j'ai vraiment kiffé ce bouquin, clairement. En plus, il n'est pas très long, je pense qu'il fait moins de 300 pages. Et honnêtement, je crois qu'il donne le meilleur en fait, le meilleur de chacune des sœurs en fait dans leurs états psychologiques au fur et à mesure qu'on avance en fait dans l'histoire. Bref, waouh, c'était une lecture qui était très émouvante. Ensuite, en avril, j'ai lu Les courants de l'espace de Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est un grand nom de la science-fiction. Là, c'est un one-shot c'est un bouquin de près de 200 pages, je crois, quelque chose du genre. Attendez, je vais vérifier. Ouais, on est sur 220 pages. Honnêtement, l'histoire, je la trouve très intéressante. En fait, l'histoire, en fait, on est sur une planète où il y a une ressource qui n'est exploitable que sur ces planètes-là et sur aucune autre planète. Du coup, il y a des personnes qui vont débarquer sur la planète et vont la coloniser entre griffes. Si, ils l'ont colonisé, c'est pas entre griffes, ils l'ont vraiment colonisé. Du coup, il y a une mise en place de fermes de récolte et tout ça pour récupérer la ressource. Et dans cette ambiance-là, un homme amnésique nu va être découvert en fait pas loin dans les champs. Il va être recueilli par une fermière qui va s'occuper de lui.
Le truc c'est que les années faisant, il va commencer à retrouver sa mémoire petit à petit et c'est là qu'il va réaliser en fait que la planète où ils sont est une planète qui court un très grand danger éventuellement. Donc dans le long des pages, on va essayer de construire l'histoire puisque le monsieur il est amnésique et de base il était un scientifique. Du coup au fur et à mesure qu'on avance, on découvre petit à petit son histoire, ses découvertes, ce qui l'aurait rendu amnésique éventuellement et quelles seraient les possibilités pour sauver la planète et les gens qui habitent sur celle-ci. Donc c'est vraiment une histoire qui est complète. On a en fait moi j'ai vraiment adoré les descriptions de Isaac Asimov, c'est-à-dire que c'était très imagé pour moi, la description des paysages, en fait, la description des bâtiments, je les visualisais quasi dans ma tête parce que c'était très bien fait. J'ai trouvé que l'histoire tenait bien la route, c'était une histoire qui était complète, comme j'aime le dire, et je trouve ça affolant en fait, de voir qu'il y a des gens qui arrivent à te faire de belles histoires en moins de 300 pages. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il y a des auteurs qui n'arrivent pas à faire ça, ils se sentent obligés de te créer des sagas. Ah, oh là là, sincèrement. Faites comme Asimov là, dans son one-shot. Créez juste un bon bouquin en one-shot et concentrez toute l'action dedans. C'est plus intense les gars. Bref, moi j'ai passé un bon moment à le lire. Le seul truc qui m'avait beaucoup dérangé, c'était moi, en fait, mon édition. La police était très très fine. Je sais pas si vous pouvez imaginer, mais en fait j'ai eu beaucoup mal aux yeux. Surtout que vous savez, il faisait pas... Les chapitres démarraient en fait en plein milieu de page. En fait, il ne prenait pas la peine, je sais pas si vous voyez, il prenait pas la peine d'aller sur une autre page pour commencer de nouveaux chapitres. Du coup, c'était un peu bizarre pour moi de voir, enfin, c'était un peu bizarre. C'était un peu space quand même. Mais en tout cas, j'ai kiffé, c'était une très belle lecture. Et puis voilà, ça m'a donné envie justement de lire d'autres livres de Isaac Asimov parce que j'ai aimé sa plume. J'ai aimé comment son histoire ne perd pas de temps. J'ai aimé comment on ne s'ennuie pas en fait, même dans les passages où il n'y a pas beaucoup d'action. J'ai aimé comment en fait il nous parle en fait de mondes parallèles ou voilà. J'aime bien comment il nous parle finalement. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, je crois que je vais acheter d'autres livres d'Asimov, mais pas les sagas, ceux qui sont en one shot, je crois. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai lu Un secret au manoir de Nora Roberts. Nora Roberts, c'est une autrice, qu'est-ce que je dis une actrice? C'est une autrice que j'ai lue quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais adolescente. Je lisais beaucoup de ses bouquins, surtout la saga Lieutenant F. Dallas, que je recommande jusqu'à aujourd'hui parce que je trouve que c'est une saga qui est très bien faite, très bien construite. C'est une saga policière façon, et honnêtement, saga policière qui se passe dans le futur. Du coup, honnêtement, je vais trouver ça très bien fait. Sincèrement, c'est la saga que je vous recommande de Nora Roberts. Du coup, dans Un secret au manoir, on va suivre en fait un artiste qui va se déguiser. Enfin, est-ce qu'il va se déguiser un artiste espion qui va se faire inviter dans le manoir d'un excentrique artiste, histoire de fouiller un peu dans le manoir parce que il y aurait en fait des faussaires qui seraient en train de faire des reproductions d'œuvres très connues. Du coup, notre artiste qui rentre dans le manoir va essayer de séduire la fille du maître du manoir, le maître excentrique, et va essayer de l'utiliser plus tard. Mais bon, vous savez très bien comment ça va se passer. Les deux vont tomber amoureux et puis patati et puis patata. C'est une romance à la Harlequin, quoi. C'est même un Harlequin d'ailleurs. C'est un Harlequin. Du coup, honnêtement, Nora Roberts, elle écrit bien en général. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en général, j'aime bien ces personnages féminins. Ce ne sont pas des personnages féminins neuneux en général, ce sont des personnages féminins qui sont plutôt indépendantes, plutôt fortes. Et c'est une qualité que je retrouve souvent dans les histoires ou dans les personnages féminins de Nora Roberts. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Le manoir était... le manoir était intriguant parce qu'il y avait beaucoup de passages secrets, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans les coulisses, il y avait la police pas loin, il y avait le monsieur, l'artiste qui faisait l'espion qui se levait la nuit pour aller fouiller dans le château, il y avait le père excentrique qui se baladait à des heures pas possibles, la fille excentrique aussi, enfin bref, c'était un méli-mélo plutôt intéressant dans le milieu artistique et tout ça, artistique, voilà. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, honnêtement. Après, en fait, je dois vous avouer que plus le temps passe, plus j'ai du mal à lire des romances.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'est plus quelque chose qui m'intéresse comme avant. Avant, je lisais que des Harlequins, que des romances quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais avec le temps, je sais pas, je me détache petit à petit des romances et quand je replonge de temps en temps dedans, je sais pas. Je ne retrouve pas les émotions ou l'excitation que j'avais à l'époque quand je lisais des Harlequins. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre Nora Roberts en fait. La couleur des roses. Et honnêtement, j'ai pas compris le titre, La couleur des roses. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Mais bon, c'est pas à moi de dire aux maisons d'édition ou à une autrice de comment choisir son titre de bouquin. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je comprends pas le titre de La couleur des roses. Et même le résumé en fait. Le résumé, il est bizarre. Pour moi, le résumé, il est simple. En fait, on a une productrice hollywoodienne d'une télé-réalité ou un jeu télé, à succès, qui va croiser le chemin d'une star hollywoodienne, qui va tomber sous son charme parce que il a aimé sa vibe, je suppose, il a aimé son caractère très indépendant et tout ça. Mais elle, en fait, elle est du genre à ne pas vouloir, en fait, se mélanger avec les stars hollywoodiennes parce qu'elle a un passé, elle a une histoire familiale qui fait qu'elle se méfie beaucoup des stars hollywoodiennes. Le truc, c'est que, en fait, dans le résumé, on vous raconte une petite scène qui se passe mais qui n'a pas vraiment d'importance selon moi. C'est la scène où la star hollywoodienne envoie à notre productrice hollywoodienne un bouquet de roses, un bouquet de 12 roses de chaque couleur. Et en fait, le passage est tellement rapide, il fait à peine une page en fait, et après la fille ne parle même plus des roses, donc je comprends pas pourquoi elle a appelé ça la couleur des roses. Bref, même le résumé, elle parle des roses, bref, je sais pas, c'est bizarre tout ça. Donc c'est un Harlequin de Nora Roberts, hein. Écoute, elle écrit bien, et elle écrit très bien, comme d'habitude. Et c'est encore comme je vous disais en fait, plus le temps passe, plus j'ai du mal en fait avec les romances. Donc ouais, j'ai bien aimé, mais bon, je sais pas. L'excitation n'y était pas comme avant quand j'étais beaucoup plus jeune, comme j'ai dit. Par contre, je crois que j'aurais peut-être mis fait de lire qu'un seul Harlequin le mois d'avril en fait, pour mieux apprécier peut-être. Je sais pas. Mais bon, ça se lit, c'est plutôt pas mal. Et puis, pour moi, le titre n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Porte des Enfers de Laurent Gautier, qui est un bouquin qui m'a vraiment bouleversée. En fait, La Porte des Enfers raconte l'histoire d'un petit qui va recevoir une balle perdue à Naples. Son père est à côté, il assiste à la scène, du coup il est choqué de ce qui se passe. Il pense que son enfant va être sauvé à temps, mais non, c'est pas ce qui se passe. Son enfant décède des suites de la blessure par balle. Et le truc, c'est que ça va chambouler la vie de ce papa et de la maman du petit. C'est-à-dire que les deux, ils vont pas pouvoir passer au-dessus de ça. Ils vont pas pouvoir faire leur deuil de manière... ils vont pas pouvoir passer à autre chose, en fait. Ce qui est normal, ça. C'est un petit garçon, quand même. Et ce qui est intéressant dans ce roman de Laurent Gautier, je vous assure que j'adore quasiment tous les livres de Laurent Gautier. Il écrit trop bien. J'adore comment il écrit. J'aime bien comment en fait il met une touche prophétique en fait dans la plupart des interactions que la maman aura avec nous en tant que lecteurs, parce que du coup la maman elle est endeuillée et elle est en mode elle lance des malédictions H24 et du coup j'adore comment elle lance ces malédictions. C'est bien écrit en fait, c'est pas que j'adore les malédictions en soi, mais les malédictions, il y a une certaine poésie en fait dans la malédiction en elle-même, comment elle est dite. Et c'est vraiment très bien écrit. Et le papa, en fait, lui, pour surmonter ça, en fait, il va pas surmonter du tout. Il va juste, en fait, se perdre dans la nuit. C'est-à-dire qu'il ne voudra plus sortir la journée, il voudra juste sortir la nuit. Et la nuit, il rencontrera des personnes qui vont éventuellement lui dire qu'il y a moyen de récupérer son fils en enfer. Et c'est de là que vient le titre, La Porte des Enfers. Parce que du coup, le papa
va aller dans les enfers récupérer son enfant. Et honnêtement, il y a un détail dans la description des enfers qui est juste waouh, c'est bluffant. C'est hyper bluffant. Moi, en fait, j'ai eu très peur. Non mais sérieux, j'ai eu un peu peur quand même. Parce que j'ai lu ce bouquin la nuit et j'étais là en train de voir la description de la faute des enfers. J'étais là en mode, oh mon dieu, est-ce que je vais pouvoir dormir ce soir? Bref, c'est vous dire à quel point c'était hyper réaliste. Ça avait l'air très réaliste en fait, ce que décrivait Laurent Godet. J'ai bien aimé qu'il ne mette, enfin, j'ai bien aimé qu'il n'associe pas forcément à l'enfer une croyance. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément là où vont ceux qui ont péché ou pas. En fait, c'est juste l'enfer, là où vont ceux qui sont morts. Et j'ai bien aimé qu'il n'ait pas choisi en fait de raconter l'histoire sous le prisme d'une religion en particulier, mais juste en se basant sur le fait que les enfers seraient l'endroit où vont les morts, tout simplement. Très beau livre de Laurent Godet, honnêtement. Sincèrement, je sais pas. J'adore ce qu'il écrit, Laurent Godet. Il écrit très bien, trop bien, trop bien. Anyway, et puis pour finir, j'ai lu Quand l'empereur était un dieu de Julie Otsuka. Je sais pas si je vous ai parlé de celle... Non, je vous en ai pas parlé. Mais c'est pas grave. On aura une autre occasion d'en parler. Alors, Julie Otsuka, moi je l'ai connue avec un autre bouquin qui s'appelle Celle qui n'avait jamais vu la mer. Qui était un bouquin qui était particulier parce que elle racontait l'histoire au nous, pas au je ni au il, mais au nous, et c'était vraiment bluffant parce que dans ce nous-là, c'était censé rassembler beaucoup de personnes, mais elles étaient des personnes individuelles quand même dans leurs histoires. Je sais pas comment expliquer ça, il faut le lire pour comprendre en fait le truc. Donc, dans Quand l'empereur était un dieu, on est en pleine guerre, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, l'attaque a été désastreuse. Les Américains décident d'agir en fait, de faire quelque chose pour que les populations en fait puissent se calmer, d'agir tout simplement. Donc ils décident en fait de récupérer toutes les personnes qui sont d'origine japonaise aux États-Unis et de les parquer dans des camps proches du désert. Du coup, on va suivre l'histoire d'une famille qui va se retrouver 3 ans durant dans un camp, pas loin du désert. Et ce qui est en fait saisissant dans cette histoire, c'est que du début à la fin, on ne connaîtra jamais qui sont ces personnes. C'est-à-dire qu'on va décrire la maman comme étant la maman, la fille comme étant la fille de la maman, le fils comme étant le fils de la maman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le fils de la femme, quoi. Le fils de la femme. Donc, on a une femme qui est maman et qui a son fils et sa fille avec elle dans le camp. Voilà. J'espère que c'est mieux comme ça. Et du coup, on va les suivre durant tout, en fait, le séjour forcé au camp. Et il ne se passe pas grand-chose, en vrai, dans le camp. Parce que, bah, ils sont là, ils attendent qu'on les libère. Ils attendent que les choses s'améliorent. Et en attendant, ils vont essayer de penser, en fait, à tout ce qu'ils ont laissé derrière. À tout ce qui était eux avant, qu'ils ne soient ces personnes qui sont rythmées, en fait, par... les horaires de bouffe, c'est-à-dire manger le matin, à midi, le soir et aller se coucher, puisque finalement leur quotidien n'était que ça dans les camps. Et honnêtement, il ne se passait vraiment pas grand-chose en fait. Et c'était ça qui était saisissant parce que finalement on avait plusieurs points de vue. On avait le point de vue de la maman, de la femme au début de l'histoire. Puis après on a eu que les points de vue du fils et de la fille. Et honnêtement, moi je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas développé plus le point de vue de la maman parce que c'était un point de vue très intéressant. La maman avait l'air d'être quelqu'un de très décidé, placide un peu, qui fait ce qu'elle a à faire, même si c'est dur, et qui continue à avancer. Alors qu'on avait le fils et la fille qui était en pleine puberté, qui essaie de se faire des amis dans le camp quand même, qui essaie de découvrir sa féminité dans le camp. Et tu avais le petit qui lui en fait, avec son âme d'enfant, ne comprenait pas forcément les choses des grands et tout était très grand pour lui finalement parce que c'est un petit, les murs du camp ont l'air énormes pour lui, il ne comprend pas pourquoi
il est séparé de ses camarades d'école, il ne sait pas s'ils vont se souvenir de lui. Du coup, on aura toutes ces émotions-là que le petit va nous dégager, les émotions de puberté que la petite va nous dégager. Et le côté placide que j'avais vraiment trouvé très intéressant, le côté très décidé de la maman, on ne le développe pas malheureusement. Je trouve ça dommage. Par contre, j'ai remarqué que déjà dans ce livre, qui est le premier roman de Julie Otsuka, elle cessait déjà au nous parce que vers la fin, les derniers chapitres, en fait, la narration est au nous et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je croyais qu'elle s'exerçait à nous produire après celles qui n'avaient jamais vu la mer. Certaines n'avaient jamais vu la mer, plutôt, pardon. Anyway, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur mes lectures d'avril. J'ai eu de bonnes lectures, hein, grosso modo, j'ai passé un bon moment comme d'habitude et puis je pense que j'en ai fini là. N'hésitez pas à glisser dans les commentaires des bouquins que vous trouvez intéressants, qui sont peut-être dans la même vibe de ceux que j'ai aimés, histoire que j'ai de nouvelles lectures. Je vais pas acheter de nouveaux bouquins, hein, mais bon, on verra bien si je trouve des occasions sympas. Anyway, qu'est-ce que vous pensez de mes lectures d'avril? N'hésitez pas à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez grosso modo? Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!